Bonjour Alexis Corbière. Nous allons débuter cette interview en parlant de l'Europe. Le président hier à Strasbourg s'est dit favorable à une révision des traités pour rendre l'Union européenne plus indépendante, plus efficace. Réviser les traités ou désobéir? C'est peut-être un peu la même idée. Ah bon? Oui, finalement j'ai envie de prendre positivement la parole du président de la République dans le sens où elle valide l'idée que les traités actuels ne vont pas. Alors lui, il le dit à sa manière, si je puis dire. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon et du programme que nous avons élaboré, cette nouvelle Union populaire, nous disons clairement que les objectifs sociaux, écologiques que nous nous fixons ne peuvent être bridés par des traités européens qui, hélas, en fonction des politiques qui ont été menées ces 20 dernières années, ont amené à ce que l'Europe actuelle soit une Europe libérale, marquée par des traités de libre-échange, qui parfois affaiblit des politiques publiques de relance, qui parfois affaiblit nos services publics, ce que nous n'accepterons pas si nous sommes élus au mois de juin. Mais vous voyez, sur la méthode, il y en a un qui dit ça ne me convient pas, donc je veux réviser les traités, et d'autres qui disent la désobéissance. D'abord, sur la méthode, il y en a un qui pendant 5 ans n'a rien fait, et qui, en pleine période électorale, sous la pression peut-être de ce que nous sommes en train de faire, se dit qu'il faudrait... C'est ce que vous pensez vraiment, oui? Évidemment, j'espère que tout le monde a compris. Moi, j'ai du respect pour Emmanuel Macron. Je pense que c'est un homme très intelligent, c'est un fin tacticien, et nous sommes à 5 semaines d'une élection, et comme par hasard, ce qu'il nous promet, c'est du miel et du bonheur pour tout le monde, finalement presque à contrario de ce qui a été fait pendant 5 ans. Alors, vous dites qu'il est bousculé sur la question européenne par les propositions de la France Insoumise. Je pense qu'il a compris que ce qui monte aujourd'hui dans le pays, au-delà même de la nouvelle Union populaire, les Français, les Françaises pensent que ce qui était le bel idéal européen s'est transformé dans quelque chose qui pose problème. D'ailleurs, la seule fois où on a donné la parole aux Français, ou la dernière fois du moins, depuis on ne leur donne plus la parole, ils ont dit non au traité constitutionnel européen. Et quelque part, moi, Jean-Luc Mélenchon, etc., nous sommes les enfants de ce non. Donc, je veux dire, cette affaire est encore vivante. On peut la masquer et ne pas donner la parole au peuple français. Il n'empêche que les gens ne veulent pas de cette évolution. Non pas qu'ils soient contre l'idée d'une Europe, d'une solidarité entre les peuples, mais comme on a affaibli nos services publics, comme, une fois de plus, quand on veut mener des politiques pour respecter la souveraineté nationale, on dit « Ah non, l'Europe ne veut pas », ça va plus. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir le pouvoir, exercer les responsabilités et prôner la désobéissance? Mais est-ce que vous savez que depuis 20 ans, il y a eu au moins 171 désobéissances au niveau de l'Union européenne sur la question des 3% de déficit? Des exemptions? Oui, c'est-à-dire que notamment l'Allemagne, plusieurs fois, elle-même a désobéi. L'Allemagne a obtenu, je crois encore récemment, je regardais ça, 200 millions d'euros d'aide pour son frais ferroviaire, contrairement aux Ça, c'est de la règles européennes. désobéissance. Oui, c'est-à-dire que ça ne respecte pas les règles. À l'occasion même du traité, de la récente crise du Covid, nombre de mesures ont été prises au niveau européen qui ne respectent pas les traités. Il y a eu des politiques publiques d'investissement dans des secteurs tels que ça n'était pas prévu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une série de désobéissances. Mais revenons aux fondamentaux. Le problème, c'est pas désobéir pour désobéir. Nous ne sommes pas des enfants insolents. La question, c'est que nous sommes attachés à l'idée que quand la souveraineté populaire s'exprime dans une élection et que les Françaises, les Français, après avoir voté, donnent le cap à un gouvernement, il doit mettre en œuvre la politique et non pas d'un seul coup. Quelles que soient les contraintes, par exemple, quelles que soient les contraintes, si c'est un traité, jusqu'où ça irait? Jusqu'où ça irait, par exemple, je ne sais pas, je pense les règles établies par le Conseil constitutionnel, si elles ne répondent pas à l'aspiration du peuple, est-ce que, par exemple, c'est un problème pour vous? Là, vous parlez dans le cadre national, cette fois-ci. D'une manière générale, de l'exercice des responsabilités dans le cadre national. Non, mais à l'heure actuelle, pour ce qui est... Alors, on change de sujet, on ne parle plus d'Europe, mais c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut remodeler nos institutions. Et les refonder même. Je pense que la Ve République arrive à bout de souffle. Et il y a un juge arbitre de notre discussion. Ouais. C'est qu'il y a des élections auxquelles il n'y a plus que 30% des gens qui vont voter. Donc soit les gens sont des imbéciles, soit ils considèrent que ces institutions ne sont plus vraiment démocratiques parce qu'on vote, et souvent, ceux pour qui on a voté ne font pas ce qui est prévu. Donc ça va plus. Et je veux dire, c'est la tentation autoritaire qui monte dans le pays, ce que je ne veux pas, moi. Moi, je suis profondément attaché... Alors, nous, si on était élus, nous proposerions de passer en 6e République, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on verrait quels seraient les différents organes, à la fois de contrôle du respect des institutions, mais que rien ne puisse empêcher aussi que, quand on a voté, sinon ça sert à quoi d'aller voter? Quand on a voté et qu'on dit, voilà, je souhaite que ce soit un tel ou un tel qui mène telle politique sur la base de tel programme qui a été présenté, il doit pouvoir le mener. Ce qui rend fou, et pardon, peut-être l'expression, elle n'est pas adaptée, mais ce qui désoriente d'un point de vue démocratique, c'est que trop souvent l'argument est l'Europe ne veut pas, donc on ne fait plus rien. Et là, les gens se disent, mais à quoi bon me déplacer? Donc, changeons les règles. Donc, nous, on dit clairement que s'il faut désobéir, nous désobéirons. Quand c'est utile, on peut le formuler différemment. On peut considérer qu'on est sur telle ou telle chose, momentanément, on suspend, etc. Mais c'est cette idée du rapport de force. Tout le monde a compris qu'il faut des rapports de force pour changer les choses. Oui, mais parfois ça inquiète. Vous voyez, quand vous parlez des institutions, du Conseil constitutionnel, quand vous parlez des traités européens, on se dit, bon, bah, au fond... Vous voulez que je vous dise, Caroline Roux? Je pense que ce qui inquiète, c'est ceux qui ne veulent créer aucun rapport de force. Les gens n'y croient plus.
Ceux qui pensent que, en gros, ça va continuer la vieille popote sur nos petits feux et on va faire croire que c'est que par des sourires qu'on va... Parce qu'il y a des intérêts contradictoires qui s'expriment au niveau européen, au niveau mondial, et qu'il faut par moment, parce que la France est un grand pays qui peut défendre un projet, dire nous, on va aller marcher devant et on va dire on va faire comme ci et non plus comme ça. Et ça, c'est bien. C'est la politique. Sinon, tout le reste n'est qu'une histoire de poste et de place. Parlons de popote, comme vous dites. Je ne comprends pas que la France Insoumise puisse présenter quelqu'un qui a été condamné pour injure raciale. À votre place, hier, il y avait Fabien Roussel. Il parlait de Tahabouaf, sa Vénitieux. Il dit ce matin sur son compte Twitter qu'il a l'intention de renoncer face à des attaques sans précédent. Il ne sera plus le candidat de l'Union populaire. Là, vous parlez après de Tahabouaf. Oui. Non, parce que la phrase était... Il dit après, vous aviez commencé par dire Fabien Roussel. Mais qu'importe. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez que je reprenne, c'est pas clair. Non, c'est pour tout. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent que je disais ça. Donc, je reprends. Tahabouaf s'est annoncé ce matin sur son compte Twitter qu'il n'avait pas l'intention de se présenter, qu'il a l'intention de renoncer face à des attaques, dit-il, sans précédent. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne sera donc plus le candidat de l'Union populaire ? Je crois qu'il faut l'interpréter comme ça. C'est ce qu'il vient d'annoncer au milieu de la nuit. Et vous le regrettez ? À 4 heures. C'est-à-dire que tout ça est un grand constat d'échec. D'abord, qu'est-ce que c'est qui s'est passé ? Qu'est-ce que nous voulons faire de manière générale ? Au-delà du cas personnel de Tahabouaf, qui doit être... qui devient, me semble-t-il, un sujet permanent, mais je me décale en prenant acte de sa décision et je demande qu'elle soit respectée. Vous la respectez ? Vous la regrettez ? Il faut la respecter. Elle est ce qu'elle est, je la découvre d'une certaine manière, je la respecte. Moi, il n'y a pas eu de pression sur lui ? Non, je ne crois pas. Enfin, du moins, de la part de la France Insoumise à la demande de Fabien Roussel. Cette version-là n'est absolument pas la vérité. Et de toute manière, il y aura un candidat de la France Insoumise. Et de toute manière, nombre d'arguments qui ont été utilisés publiquement contre M. Bouaf, je les ai jugés scandaleux. Et même sur un autre média, je ne vais pas le répéter, je le dis avec une certaine verve. Car ce que je n'accepte pas, au-delà de ce cas personnel, qu'est-ce que nous voulons faire ? Que l'Assemblée nationale, qu'on appelle parfois la maison du peuple, soit le lieu où se rassemblent des femmes et des hommes qui sont aussi à l'image de toute la richesse de notre peuple. Par exemple, nous défendons la candidature de Madame Rachel Keke, qui est une femme de ménage, qui a mené une lutte, notamment à l'hôtel des Batignolles, pour ces femmes de ménage malmenées, mal payées, maltraitées, et qui pendant 22 mois ont été mobilisées. Si Madame Keke est rentrée à l'Assemblée nationale, une femme de ménage à l'Assemblée nationale, qui fait entendre les voix de ces gens, comme le dit le président de la République, ces gens de peu, de ceux qui sont rien. Mais moi, c'est ce combat que je mène. Le cas dont nous venons de parler de M. Bouaf était aussi l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois défavorisés, dans des quartiers populaires, qui s'engagent et qui parfois même dans leur engagement ne sont pas toujours, comment dirais-je, parfaits. Parce que vous êtes parfaite, moi je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès de médiatiques que M. Bouaf a subi. Et c'est ça qui m'a fait de la peine. C'est que on est parfois assez compréhensif. Ça vous fait de la peine qu'il renonce ? Que tout ça a été échoué, oui, quelque part. Ouais. Enfin, le concernant, ça ne me fait pas plaisir. Elle est compliquée à mettre en œuvre, cette union. Sur le terrain, concrètement, on revient juste un mot sur la politique. J'ai bien compris. Non, mais attendez, je voudrais répondre une chose, notamment, puisqu'il y avait Fabien Roussel hier. Moi, je serai dans les 5 semaines qui viennent unitaire pour 2, pour 10, pour 20, pour 577. Je lance le message, et si Fabien m'écoute, à lui et à tous les autres, utilisons ces 5 semaines pour, comment dirais-je, valoriser la belle nouvelle union populaire que nous avons mis en place. Je ne nie pas, je ne conteste pas qu'évidemment nous sommes des femmes et des hommes de caractère, et Fabien Roussel est un dirigeant et un combattant politique. Mais j'invite chacun à ce qu'on n'exacerbe pas éventuellement ce qui, ici ou là, est un frottement, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Il y a 1500 candidates et candidats Vous l'invitez ou vous l'avertissez ? Moi, je n'ai pas de pouvoir sur lui. C'est un dirigeant politique, candidat à l'élection présidentielle. Et le Parti communiste français est un grand parti. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par retirer le candidat LFI dissident face à lui dans sa circonscription pour que les choses se passent bien ? Il n'y a pas de candidat LFI dissident. Il n'y a aucun candidat LFI dissident. Strictement aucun. Oui, madame. Je ne sais pas d'où vient d'ailleurs. Non, aucun. Ça n'existe pas. Et justement, je lance l'appel, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, à ce qu'il n'y ait pas ce type de choses qui remettent en cause l'accord. J'insiste, je suis unitaire. Et faisons-le. Parce que qu'est-ce que c'est qui est important ? C'est qu'on puisse mettre en place le SMIC à 1 400 €, qu'on puisse mettre en place la retraite à 60 ans, qu'on puisse mettre en place des politiques écologiques, que l'on gagne. Et aujourd'hui, il y a 1500 candidats, je voudrais le dire, et les remercier, qui se sont retirés, et ça se passe bien. Alors, il y a peut-être 5 ou 6 cas où ça se passe pas bien, mais je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est aider Emmanuel Macron, si ce n'est à aider l'extrême droite, à dire qu'actuellement, il y aurait des problèmes, alors que fondamentalement, nous avons fait quelque chose qui est inédit, je le dis, le 10 mai, à l'occasion du 40e anniversaire d'une grande victoire, où on renoue avec cette volonté de changer la vie vraiment, comme on disait à l'époque, la retraite à 60 ans, tiens, elle est encore là, l'augmentation des salaires, tiens, nous aussi, on veut augmenter le SMIC,
les 35 heures vraiment, vraiment respectées, etc., etc. Merci beaucoup. On termine Alex là-dessus. Corbière. Nous, On termine au mois de là-dessus. juin, on peut changer la vie. Ne ratons pas cette occasion.